Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de gestion passive et de gestion active, donc qui sont vraiment les deux méthodes de gestion les plus connues en bourse et sur les marchés financiers même de manière générale. Et je vais vous expliquer pourquoi personnellement j'ai choisi de faire du stock picking, donc la gestion active, et pourquoi en plus d'être intéressant, c'est une méthode qui est selon moi importante, très importante, notamment pour l'autonomie financière. Et on va voir aussi que certains, aujourd'hui ça pullule vraiment sur les réseaux sociaux, on voit vraiment cette guerre perpétuelle entre la gestion passive et la gestion active. Et on va voir aussi que les arguments souvent qui sous-tendent le choix de la gestion passive au détriment de la gestion active sont souvent biaisés et parfois même erronés. Et on va voir lesquels et pourquoi. Donc avant tout, on va un peu contextualiser la chose. Donc la gestion passive, qu'est-ce que c'est? C'est en gros c'est le fait d'acheter des fonds passifs, donc des ETF, qui en gros ont l'avantage de ne pas nous faire perdre de temps. Et c'est aussi avantageux dans le sens où vous n'allez pas vous prendre la tête à sélectionner vos propres actions, donc vous n'allez pas devoir faire des analyses, etc. Vous avez juste à passer 5 minutes par mois sur votre broker et vous achetez des fonds. Et c'est basta. Et ça fait une performance annuelle de marché, donc c'est très intéressant. Et donc on a John Bogle, qui est en fait le fondateur de Vanguard, qui est le monsieur juste ici, qui résume ça très bien en une phrase, qui est: ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez simplement la botte de foin. Et donc voilà, c'est tout à son honneur, on va dire. D'un autre côté, on a Charlie Munger ici, qui sort un peu la citation qui va à l'opposé de celle de John Bogle, qui est que les grandes fortunes ne se font pas en achetant un peu de chaque chose, elles se font en se concentrant sur des paris importants lorsqu'il y a une grande conviction. Donc là, il fait référence au fait de concentrer un portefeuille, donc ne pas acheter plein d'actions. Le fait d'acheter par exemple des ETF, vous êtes concentré alors en fonction de la pondération de l'ETF, mais vous achetez aussi plein d'actions. Et donc l'avantage de ça, c'est l'avantage du stock picking, le fait de pouvoir construire son portefeuille comme on l'entend et sélectionner soi-même notre propre titre pour essayer de surperformer le marché, parce que bien évidemment c'est quand même l'objectif. Donc là on en arrive à la fameuse phrase c'est impossible de battre le marché, donc la phrase qui pullule partout sur les réseaux sociaux, en finance en tout cas. Et en fait, ces gens qui disent cette phrase, qui répètent comme des perroquets cette phrase, en fait, ils font pas la distinction entre deux définitions qui sont d'un côté la possibilité de quelque chose et d'un autre côté la probabilité de quelque chose. C'est deux définitions différentes. C'est impossible de battre le marché, non. C'est improbable de battre le marché, oui. Quand on regarde, et d'ailleurs ça c'est que quand on regarde les études qui vont seulement dans un sens, qui est le sens contraire de celui de promouvoir, on va dire, le stock picking, parce que les gérants de fonds et les études qui ressortent à ce sujet sont des études qui sont faites par des gérants de fonds qui eux-mêmes promouvent leurs ETF. Et si c'est pas des gérants de fonds, ça va être des études qui sont propulsées par notamment donc Spiva, donc S&P Global. Et y en a qui vont dire oui, S&P Global, c'est pas un gérant de fonds. Ok, mais S&P Global, ils vendent les datas, par exemple du S&P 500, à des gérants de fonds et ils récupèrent une com dessus. Donc en fait, ils sont juste dans une position différente de la chaîne de valeur du business, mais ils sont aussi sur le business et ils récupèrent bien de l'argent dessus. Donc faut pas croire. Ça veut pas dire que ces études elles sont pas bien, ça veut dire qu'elles sont biaisées en fait. Et à un moment donné, il faut arrêter de se faire sur son avis en fait sur des études qui sont biaisées, et il faut un peu ouvrir son spectre de vision et essayer de regarder un peu les autres choses. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Donc là on a l'étude Spiva. Donc l'étude Spiva, je vais la mettre en grand pour bien qu'on voit. Donc là l'étude, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que sur 15 ans, 88% des fonds sous-performent le S&P 500, donc les fonds américains aux US, et que seulement 12% des fonds surperforment le marché, donc le S&P 500. C'est des fonds large cap, en l'occurrence, là c'est pas des fonds small cap, mid cap, etc. C'est que les large cap, et l'indice de référence, donc c'est le S&P 500. Donc là c'est premier constat, c'est un fait, c'est sûr, 88% des fonds large cap ne battent pas leur indice de référence, donc le S&P 500. Donc l'effet d'un côté, c'est que oui, un ETF est supérieur au fonds actif moyen large cap, donc ça veut dire que oui, entre choisir au hasard un ETF et au hasard un fonds actif aux US, large cap, vaut mieux choisir l'ETF. Mais bon, on n'est pas con, quand on regarde normalement un fonds actif, on regarde ses performances sur 10-15 ans, et si elles sont inférieures à celles d'un ETF, là on n'achète pas en fait. Donc c'est complètement, c'est logique. En tout cas, du moins quand on s'intéresse un minimum à notre argent, à notre patrimoine, c'est ce qu'on fait, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et ensuite il y a l'interprétation des faits, donc là c'est on ne peut plus différent. C'est en fait que les gens en fait ils vont en déduire que les gérants de fonds ils sont incompétents. Ils sont incompétents parce que en fait l'étude Spiva a montré qu'ils sous-performent, du coup ils sont incompétents, vaut mieux que j'investisse moi-même en bourse dans des ETF dans le marché.
Bon, pourquoi pas, mais d'un autre côté, bah non, en fait, les gérants de fonds, ils sont pas incompétents, hein, faut pas être bête. Les gérants de fonds, ils font leur travail comme tout le monde. C'est juste que on a en fait un non-alignement, et ça on va le voir juste après. On a différentes contraintes des gérants de fonds qui font que on a des différentiels de performance qui sont aussi grands. Et donc les premiers, c'est les frais de gestion, hein, c'est tout con, mais les frais de gestion, c'est minimum 1 à 2% par an, et ça peut aller plus haut s'il y a des frais de surperformance, etc. Bon là, c'est si surperforme, mais parfois ça peut aller plus haut quand même. Et donc c'est tout con, mais si par exemple le S&P 500 il fait 10% par an depuis 10 ans et que vous faites 11% par an, bah, vous avez des frais de 2% par an, et vous avez du coup une performance nette de frais de 9% par an. Donc vous n'avez pas le gérant de fonds, il est compétent, hein, parce qu'il a surperformé de 1 point. C'est juste que lui, comme il prend des frais, parce que c'est une entreprise, hein, le gérant de fonds à la base, c'est pas monsieur madame tout le monde, c'est pas une association caritative. C'est une entreprise, donc elle doit vivre, elle doit payer ses charges, et forcément, elle se paye via les frais de gestion. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, donc les frais de gestion qui sont déjà une énorme contrainte pour les gérants de fonds. Et ensuite, on va avoir une contrainte qui est fortement sous-estimée de la part des investisseurs, et surtout des perroquets qui répètent à tout va que justement les gérants de fonds sont incompétents parce qu'ils sous-performent. En fait, c'est parce qu'on a une pression à court terme en fait des gérants de fonds, et que le gestionnaire, avant tout, c'est une entreprise, donc il a une obligation de profit avant tout. Il n'a pas une obligation de rendre service à monsieur, madame, tout le monde. Avant tout, l'entreprise doit faire du profit. Donc oui, vous allez me dire que logiquement, dans une entreprise qui pèse des milliards, il y a forcément un alignement des intérêts entre le client et le gérant de fonds et l'entreprise. C'est vrai, mais le problème, c'est que derrière, il y a la loi qui régit le marché financier, qui est l'émotion, qui est la loi de la nature humaine. Et le problème de ça, c'est qu'on a une aversion à la perte qui est énorme, et qu'un client préférera toujours le profit à court terme plutôt qu'une surperformance à long terme, car ça implique une performance différente de celle du marché. Parce qu'en fait, imaginons que, je sais pas, vous ayez un gérant de fonds qui fasse plus 20% d'alpha par rapport au marché. Donc l'alpha, c'est quoi? C'est le différentiel par rapport au marché. Donc imaginons que vous faites plus 20% d'alpha, ça veut dire que par rapport au S&P 500, si le S&P 500 il fait 10%, bah, vous allez faire 30% parce que vous avez 20% d'alpha. Donc si vous faites 20% d'alpha par rapport au marché, bah, le client la première année il va se dire c'est génial, c'est trop bien, j'ai sélectionné un bon fonds, etc. Mais imaginons que la deuxième année vous faites un alpha de moins 30, bah là le client il va se barrer en fait, parce qu'il va comprendre, il va avoir une vision court-termiste et pas long-termiste, parce que même si votre fonds il surperforme à long terme, mais qu'à court terme il a des mauvaises performances parce qu'il y a un alpha plus élevé, le client il va se dire qu'il va se barrer, il va aller autre part. Et donc voilà. Donc le problème, c'est qu'on a justement, si vous surperformez, vous aurez peu de clients, parce que à cause de ça, de cette aversion à la perte. Si vous surperformez, enfin, si vous sous-performez, pardon, vous aurez plus de clients. Donc c'est un peu contre-intuitif. En fait, à la base, on dit qu'il y a un alignement des intérêts, oui, parce qu'on se dit que bah forcément, si, plus le fonds est performant, plus le client va vouloir aller vers ce fonds. Mais non, en fait, parce qu'il y a l'aversion à la perte qui fait que ça inverse cet alignement des intérêts, ce qui fait que en fait plus vous sous-performez, plus vous avez de clients, parce que en fait la sous-performance, souvent ça va être des gens, enfin ça va être des gestionnaires qui vont avoir des valeurs à la mode. Donc voilà, pour faire de l'argent, en gros pour faire plaisir à ses clients, donc pour faire de l'argent dans le sens où que l'entreprise fasse de l'argent, pas au niveau du fond, le gestionnaire il doit acheter des valeurs à la mode. Donc ça va être acheter par exemple Nvidia en ce moment, ça va être acheter Microsoft, toutes ces boîtes dans l'intelligence artificielle. Si vous les avez pas, vos clients ils vont fuir parce qu'ils vont vous dire en fait vous sélectionnez pas les opportunités de marché, etc. Et du coup vous allez vous faire embrouiller par votre client. En gros il va se barrer. C'est aussi simple que ça. Et ils sont pas incompétents, donc ça c'est le truc que j'ai mis à la fin, ils sont pas incompétents, ils doivent simplement en fait travailler avec ces contraintes, et ces contraintes elles sont énormes en fait. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, si vous souhaitez par exemple, imaginons qu'en tant que particulier vous faites 15% ou 16% par an, et que vous voulez ouvrir un gestionnaire de vous voulez devenir gérant de fonds, ça va être beaucoup plus compliqué de faire 15 et 16% par an, parce que vous avez toutes ces contraintes qui viennent à vous, et ça, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, on va avoir, alors ça c'est un peu la pression à court terme, mais au niveau du gérant, donc pas de l'entreprise, mais du gérant à titre individuel, donc la personne qui va gérer, le manager en gros. Il y a un biais de conformité. En gros, ça c'est une phrase des années 60-70 à Wall Street qui était très populaire. Personne n'a été viré pour avoir acheté IBM. IBM c'était en gros l'entreprise réputée stable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le IBM d'aujourd'hui en fait c'est le Apple, c'est le Microsoft, c'est le Google, c'est le Amazon, c'est les boîtes qui sont vraiment entre guillemets solides, qui ne sont pas à l'encontre du marché, qui sont vraiment là depuis un certain temps et qui sont réputées comme stables. Et le truc,
pourquoi on dit personne n'a été viré pour avoir acheté IBM? Parce qu'en gros, vous prenez pas de risque en fait en achetant une entreprise comme Apple aujourd'hui, une entreprise comme Microsoft, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui pondère une grosse partie de l'indice et c'est une entreprise qui est réputée comme stable. Donc, dans le pire des cas, si par exemple Microsoft sous-performe, il y a de fortes chances que le S&P 500 sous-performe aussi. Et donc, si vous achetez du Microsoft et que demain vous faites moins 10%, il y a de fortes chances que le S&P 500 fasse moins 10% aussi. Et donc, vous justifierez ça par le fait que c'est le marché, c'est pas Microsoft, c'est juste le marché qui a baissé de 10%. Alors que si vous achetez par exemple, je sais pas, une boîte qui est inconnue au bataillon, qui fait moins 20% du jour au lendemain, par exemple, je sais pas, une boîte comme Crocs par exemple, vous l'achetez du jour au lendemain, elle fait moins 20 ou moins 30%, votre client il va se barrer parce que justement vous avez pas pris de risque. Enfin, vous avez acheté une valeur qui n'était pas réputée comme stable, etc. Et que vous, en tant que manager, vous avez beaucoup plus de chances d'être viré parce que vous avez sélectionné une valeur qui n'était pas, dans les valeurs à la mode du marché, etc. Donc, pour ne pas prendre de risques, le manager, à titre individuel, va toujours sélectionner des boîtes qui sont, on va dire, populaires sur le marché. Donc, en ce moment, Microsoft, etc. Donc voilà. Donc, si le manager choisit une valeur méconnue et qu'elle sous-performe, il est viré. Et si le manager choisit une valeur à la mode, il garde son boulot. En gros, donc c'est dans les grandes lignes, hein, évidemment, que ça se passe pas comme ça, encore heureux. Mais globalement, ce dicton, il n'a pas été populaire pour rien. Et c'est que globalement, quand vous achetez une boîte qui est réputée comme solide, forcément, vous avez moins de chances d'être viré. Et forcément, donc ça va attirer les managers et ça va susciter l'envie des managers d'acheter ce genre de boîte parce qu'ils y voient leur intérêt personnel. Et qu'en plus, ça fera une performance de marché pour le fonds et pas une performance avec un alpha qui est trop important et donc une volatilité et qu'on assimile bien évidemment au risque alors que c'est pas forcément vrai, un risque plus élevé, une volatilité plus élevée du coup. Donc maintenant on va voir l'étude de JP Morgan Asset Management, donc une autre étude qui est assez intéressante mais aussi bullshit, on va voir. Donc elle montre 20 ans de retour sur investissement par classe d'actifs de 2002 à 2021, donc globalement 20 ans. Et on a en fait l'investisseur moyen, alors je sais pas comment, j'ai pas réussi à trouver comment est-ce qu'il faisait les calculs, mais globalement 3,6% par an de performance moyenne pour l'investisseur moyen. Et au contraire, le S&P 500, il fait 9,5% annuel. Donc globalement, ce qu'il en ressort, c'est quoi? Faut pas être un investisseur et particulier en faisant du stock picking. Faut pas être l'investisseur moyen entre guillemets. Il faut faut acheter un S&P 500 et fermer sa bouche. Donc on va voir que c'est complètement bullshit. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des investisseurs particuliers, en fait, ils font n'importe quoi. Ils comprennent pas ce qu'ils achètent. Pour eux, ils achètent pas une entreprise quand ils font des transactions. Ils achètent une action. Donc c'est un moyen vraiment très rapide pour eux de faire de l'argent. Et donc globalement, vu qu'ils connaissent pas, on va dire, ce qu'ils achètent, ils seront beaucoup plus tentés de vendre s'il y a un problème à court terme, s'il y a une chute, etc. Donc ils sont beaucoup plus sujets à l'émotion comparé à des vrais entre guillemets investisseurs, des investisseurs qui se basent sur les fondamentaux et qui sont beaucoup plus avertis et formés sur le sujet. Et donc en fait, il y a un manque à gagner qui est énorme. Pourquoi? Parce que sur le long terme, si vous vendez et que le marché action il monte à long terme, globalement vous avez un manque à gagner qui est énorme en vendant. Et aussi vous faites plus de transactions, donc plus de frais, hein, c'est complètement con, mais plus vous faites de transactions, plus vous avez de frais, ça faut pas oublier sur votre courtier, les frais, les transactions, et donc les frais sont vraiment l'ennemi de l'investisseur, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se prendre pour un trader et faire le minimum de transactions possible et conserver tous les achats que vous faites, et donc vous posez les bonnes questions avant d'acheter et pas faire du trading, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une performance médiocre et la moitié de votre performance va partir au courtier sous forme de frais parce que vous avez fait 100 000 transactions au cours de l'année. Donc ça c'est pour le premier point. Maintenant, on a aussi des gens qui achètent plein d'actions pour diversifier entre guillemets. Alors diversifier oui, mais surdiversifier non en fait, parce que là c'est Peter Lynch qui appelait ça la diversification. Donc, en gros, le fait de surdiversifier un portefeuille, ça médiocrise la performance et vous retournez à une performance de marché. Donc ça c'est premier point. Donc ça veut dire que en plus, si vous retournez à une performance de marché et qu'en plus de ça vous faites plein de transactions et globalement vous vendez quand il faut pas vendre, forcément vous allez avoir une grosse performance de merde parce que vous avez plein de transactions, plein de frais supplémentaires et plein de manques à gagner parce que vous vendez et qu'à long terme ça monte. Donc ça c'est le premier point. Donc ça médiocrise la performance. Pourquoi? Parce que en gros, donc là on est sur le livre en PDF de Robert Axtrom, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le portefeuille de Warren Buffett. Et en fait il faut comprendre que le nombre d'actions que vous avez en portefeuille en fonction du rendement moyen, en fait c'est une loi normale en fait. Ça veut dire que globalement, plus vous allez avoir d'actions en portefeuille, plus vous allez avoir une performance de marché. Et au contraire, moins vous avez d'actions en portefeuille, plus vous aurez de chance d'à la fois
sous-performer le marché, mais aussi surperformer le marché. En gros, le fait d'avoir plein d'actions en portefeuille, ça médiocrise encore une fois la performance si vous ajoutez à ça tous les frais, toutes les transactions et le manque à gagner que vous avez via, encore une fois, le fait de vendre sous le coup de l'émotion, etc. Ensuite, on ajoute à ça le market timing, en fait, donc ça revient un peu à ce que je disais ici, mais globalement, il faut savoir que c'est une étude intéressante. Depuis 1950, le S&P 500, il a battu 1250 fois ses sommets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, 16 fois par an, le S&P 500 bat son plus haut. Donc on dit à chaque fois, oui, le S&P 500 il est sur les plus hauts, faut pas investir. En fait, en moyenne, le S&P 500 il bat 16 fois ses plus hauts chaque année. Donc ça, faut le savoir. Donc ça, c'est un premier argument. Voilà, donc je l'ai mis ici. Le manque à gagner, à timer le marché par rapport à rester dans le marché devient trop important à long terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, statistiquement, vous pouvez pas savoir quand est-ce que le S&P 500 va battre 16 fois son plus haut dans l'année. Donc ça veut dire que à un moment donné, le manque à gagner du fait de timer le marché, donc de savoir quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter, vous allez le perdre parce que c'est impossible de savoir quand est-ce que il va monter ou il va baisser. Et ça, avec les intérêts composés, vous ajoutez à ça les deux composantes de l'intérêt composé, donc le rendement et le temps, donc surtout le temps, ça creuse énormément l'écart, ce qui fait que vous avez une performance de merde à la fin. Et donc sur le long terme, ça donne des performances médiocres, comme on le voit ici, et ça explique aussi le fait du coup que l'investisseur moyen, il a une performance complètement médiocre par rapport au S&P 500. Maintenant, il y a aussi les biais psychologiques en fait, donc c'est un peu lié évidemment à tout ce qu'on a vu un peu en haut, notamment le market timing, aussi le fait d'être tenté de vendre quand il y a un problème à court terme, etc. Et donc ça en fait, ça peut se résumer en une phrase, qui est que en fait la psychologie, oui, c'est 80% des performances boursières en fait. Le reste, c'est qu'un travail de sélection. Les 20% restants, c'est qu'un travail de sélection, mais 80%, ça va vraiment être de la psychologie. Et le truc, c'est que en fait cette phrase-là, elle est tellement répandue qu'en fait n'importe quel Google, on va dire, peut la sortir et peut se faire passer pour un expert en bourse. Mais la vérité, c'est que c'est vrai. En fait, la vérité, c'est que c'est vrai. Et heureusement qu'elle est aussi répandue parce que comme ça permet une meilleure démocratisation en fait de l'investissement, une prise de conscience du fait que c'est quand même très important. Après, le problème aussi, c'est que étant donné qu'elle est très répandue, finalement on va pas la prendre au sérieux en fait, parce qu'on la sort tout le temps, donc en fait on s'imagine que c'est quelque chose, que c'est une phrase on va dire facile à comprendre et facile à implémenter, mais non en fait c'est vraiment très très important et ça faut le comprendre et il faut aussi faut l'assimiler, il faut le mettre en pratique et le mettre en pratique de manière on va dire très bien fonctionnelle, ça prend du temps et voilà, de toute façon on est humain, on est tous humains et c'est pour ça que on doit faire ce travail là-dessus quoi. Donc voilà, donc ça j'en ai mis, donc j'ai mis quelques biais aussi qui sont liés à tout ça. Donc il y a le syndrome de l'objet brillant, bien sûr, qui conduit à des décisions qui sont irrationnelles, le fait de sauter d'opportunité en opportunité, et donc conduire également à plus de transactions et plus de frais. Également l'effet Dunning-Kruger, se prendre pour un Superman alors qu'en fait on vient de commencer à s'éduquer sur le domaine, aussi ça va conduire à des décisions irrationnelles, donc plus de transactions et plus de frais au début. Et ensuite l'aversion à la perte, le fait d'être, je crois que c'est 2 fois plus, on a une douleur 2 fois plus importante pour une perte que je crois que c'est ça, je crois qu'on éprouve deux fois plus de douleur pour une perte que d'émotion, que de joie pour un gain. Et ce qui fait que globalement ça va conduire également à des décisions irrationnelles, parce que quand on parle d'argent forcément il y a l'émotion qui rentre en compte, et donc plus de transactions et potentiellement plus de frais. En fait les transactions c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'investisseur, faut pas le négliger. Alors oui, c'est par exemple vous achetez je sais pas des fonds actifs ou autres, il y a des frais de gestion et tout ça, mais c'est vrai que les frais de transaction c'est assez pervers parce que vraiment on les voit pas en fait, on les voit vraiment pas. C'est vraiment très petit, et plus vous faites de transactions, je crois que c'est des frais fixes ou plus ou moins variables, j'en sais rien, je crois que c'est à peu près des frais fixes en fonction du broker. Je crois que sur Interaction Broker, je crois que c'est $1 ou même ça peut descendre à 0,35 dollars la transaction, mais en fait plus vous en faites, plus vous avez vraiment l'impact, vous voyez l'impact sur votre performance en fait. Et donc si vous faites par exemple plusieurs centaines de transactions par an, là vous allez le voir. C'est pour ça que c'est très 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 important. Maintenant j'aimerais parler un peu de ceux qui font de la gestion passive. En fait pour moi il y a 2 cheminements de pensée pour ceux qui font de la gestion passive, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres en commentaire. La première, c'est qu'on est convaincu que c'est impossible de battre le marché, donc à ce moment là j'ai juste à vous dire une chose: combattez vos biais de confirmation, parce que forcément on a vu que c'était pas impossible de le faire. Déjà à partir du moment où il y a une personne qui réussit, c'est que c'est pas impossible. Si vous pensez que c'est improbable, éduquez-vous sur le sujet et essayez de le faire, et ensuite vous pourrez juger par vous-même si c'est quelque chose que vous pouvez faire ou pas. Et ensuite le deuxième cheminement de pensée, c'est le fait de penser que c'est pas rentable par rapport au temps et à l'énergie consacrée. Donc là c'est intéressant parce qu'on rentre dans un autre débat en fait.
Mais déjà, il faut savoir qu'il y a 2 effets composés. Il y a l'effet composé sur l'argent et il y a l'effet composé sur les connaissances et les compétences. Donc, quelles que soient les compétences ou les connaissances que vous avez, vous pouvez déclencher un effet composé dessus, mais étant donné que c'est très abstrait, on ne le voit pas directement, en fait. Et c'est pas la première chose à laquelle on pense aussi. Par exemple, que ce soit des compétences en bourse ou autre, hein, mais par exemple, l'effet composé sur l'argent, bah, ça amène à quoi? Ça amène à de l'argent, hein. Globalement, si vous mettez, je sais pas, 1 euro ou 100 euros sur un S&P 500, bah, vous n'allez pas ressortir avec des connaissances, quoi. Vous allez ressortir avec 200 euros, 300 euros sur plusieurs dizaines d'années. Donc voilà. Et ensuite, pour l'effet composé sur les connaissances et les compétences, là c'est très très important parce qu'en fait ça peut déboucher sur plein de choses. Ça peut déboucher sur de nouvelles relations, un nouveau réseau, le fait d'avoir une expertise, le fait d'avoir une compétence, ça peut intéresser du monde et donc vous pouvez développer un réseau comme ça. Ce réseau même que vous avez développé grâce à vos connaissances et vos compétences, votre expertise, etc., peut déboucher également sur de nouvelles rencontres, un nouveau réseau, de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Donc vous voyez, c'est un effet boule de neige aussi. Par exemple, ça peut également déboucher sur une monétisation des compétences, par exemple ce que je fais avec cette chaîne YouTube, où par exemple moi je travaille pour un gros créateur de contenu dans le domaine de la finance en France. Si j'avais pas acquis, on va dire, ces compétences-là, ben, j'aurais pas pu travailler avec lui. Et donc c'est un peu la même chose. Donc là j'ai mis en exemple freelance. Et donc ça peut vous permettre d'acquérir de nouvelles rencontres aussi, de vous faire du réseau par le biais de nouvelles personnes, de l'argent aussi, le fait de monétiser vos compétences, de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances aussi, et un épanouissement personnel aussi. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui ça sort du cadre un peu, mais il faut vraiment pas l'oublier parce que c'est quand même un effet boule de neige qui est certes pas sur l'argent, mais qui débouche sur tout plein d'autres domaines. Et ensuite, on va voir la création d'entreprises et projets. Donc là, ça va être un peu dans ce style-là aussi de monétisation des compétences. Donc ça peut déboucher sur de nouvelles rencontres, sur de l'argent, sur des nouvelles compétences, sur l'épanouissement personnel aussi. Et bien évidemment, l'effet composé sur les connaissances et les compétences peut déboucher sur de l'argent. Et j'ai mis etc. parce qu'il peut y avoir aussi plein d'autres domaines sur lesquels ça peut déboucher. Mais c'est pas, on va dire, les choses qu'on met en avant à première vue, alors que c'est très 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 important. Et maintenant, quand on fait ce travail de réflexion, on comprend tout de suite la phrase de Buffett qui dit qu'il n'y a pas meilleur effet composé que sur les connaissances et les compétences qu'on développe. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à plus.